troisième partie de ce triptyque pour les projets, le projet Santélis. Santélis qui est une association qui intervient en région Hauts-de-France et Bourgogne-Franche-Comté, notamment à domicile auprès de plus de 26 000 patients atteints de maladies chroniques, à savoir insuffisance respiratoire, insuffisance rénale, diabète, pathologie cancéreuse. Alors, quel bénéfice, c'est la question que l'on se pose, quel bénéfice pour les patients, mais également pour les professionnels? Les éléments de réponse avec la directrice de Santélis qui est avec nous cet après-midi, Madame Émilie Gazot. Merci, bonjour à tous. Merci à Vivalia de nous avoir conviés cet après-midi. Alors je vais rectifier, je ne suis pas directrice générale de l'association Santélis, mais de Stratélis, qui est le volet conseil et formation de l'association. Alors pour témoigner, faire un retour d'expérience sur la télémédecine, je vais quand même brièvement présenter l'association. Donc, comme l'association qui est intervenue en début d'après-midi, une association à but non lucratif qui est assez âgée, qui a été créée en 1900 et qui intervient notamment au domicile pour des prises en charge en dialyse, en hospitalisation à domicile, avec de la prestation médico-technique également, et qui a tout un travail autour de thématiques un peu transversales, tout ce qui va être le retour et le maintien à domicile, l'éducation thérapeutique du patient et aussi les sujets de télémédecine et de télésuivi. Donc, Santélis donc est acteur de dialyse et a 47 unités en Hauts-de-France et en Bourgogne-Franche-Comté, de l'hospitalisation à domicile sur les Hauts-de-France, des SIAD, donc des services de soins infirmiers à domicile, des équipes spécialisées Alzheimer sur les Hauts-de-France, et puis mène des programmes d'éducation thérapeutique sur différentes approches, différentes pathologies et prestataires de santé à domicile. En Belgique également, Santélis intervient à travers différents projets Aremis, avec Aremis Bruxelles, qui est un projet pilote retenu dans le cadre de l'appel à projet du ministère de la Santé belge, et qui donc est une HAD expérimentale, et qui est également, Aremis est également présente sur HAT. Également via le projet Cité Sérine, qui est un hôtel de soins qui accueille des patients adultes et enfants atteints de pathologies lourdes et ou évolutives et qui nécessitent vraiment des soins techniques complexes et continus. Donc Santélis est aussi en Belgique. Alors, on l'a dit, Santélis accompagne différentes typologies de patients, mais on est plutôt sur des patients atteints de maladies chroniques. Donc en lien avec les différents établissements hospitaliers et énormément en lien avec les professionnels de la ville. Donc voilà, il y a toutes les différentes activités qui vont accompagner le patient atteint de cancer, qui est en perte d'autonomie et qui peut présenter différentes pathologies. Voilà, on l'a dit, 27 000 patients, 850 salariés au niveau de l'association. Donc ça, c'était pour brosser un petit peu l'image de l'association qui est là, vous voyez, sur le territoire PSAD, le territoire dialyse, et puis sur l'hospitalisation à domicile et les soins infirmiers. Donc différents types de professionnels au sein de l'association avec une prise en charge vraiment globale et des intervenants qui vont être à la fois des livreurs de matériel, des infirmiers, des aides-soignants, enfin voilà, tout type de professionnels qui vont accompagner le patient en fonction de sa prise en charge. Globalement, ce qu'on peut dire, et je pense que ça, on retrouve ça dans tous les pays, on a aujourd'hui une population qui est vieillissante, on vieillit plus, on est atteint de plus de pathologies, la personne âgée a plusieurs pathologies chroniques et en même temps, il y a des contraintes budgétaires fortes sur les systèmes de santé. Donc effectivement, il faut innover en termes de prise en charge. Donc pour Santélis, c'est le développement de la santé numérique, c'est aussi la mise en place de plateformes territoriales d'appui avec une coordination des retours à domicile pour être en appui de l'hôpital et faire en sorte que la personne revienne à domicile dans les meilleures conditions. Et puis, c'est aussi des résidences connectées au service de l'autonomie pour les personnes âgées. Donc ça, c'est la réponse en termes d'innovation.
Dans la santé numérique, c'est vrai que c'est un facteur clé pour nos systèmes de santé, je l'ai dit, et notamment pour le domicile, puisque c'est le métier, le cœur de métier de Santélis. Donc le domicile se prête tout à fait au développement des outils de télémédecine, d'e-santé ou de santé connectée, soit sur l'éducation, de la prévention, mais également sur de la prise en charge ou de la coordination. Donc, quelques exemples de projets que Santélis a mis en place. Donc, pour les patients atteints de syndrome d'apnée du sommeil, donc, qui sont traités par pression positive continue, il y a un télésuivi qui est fait de plus de 5000 patients avec une plateforme et une équipe au sein de Santélis avec des infirmiers et des spécialistes des alertes qui suivent ces patients avec sur des protocoles définis avec les pneumologues des niveaux d'alerte éventuellement si effectivement certains paramètres dépassent les seuils d'alerte, mais s'il n'y a pas le seuil d'alerte détecté, c'est plus un suivi de l'infirmière de coordination en lien avec son patient. Sur la formation, il y a aussi beaucoup de choses qui sont mises en place à Santélis. On a parlé aujourd'hui aussi d'évolution des métiers et d'évolution des outils. Et ça passe aussi par la formation des étudiants, puisque Santélis a une école d'infirmières, une école d'aide-soignante. C'est aussi faire évoluer les méthodes pédagogiques avec de l'e-learning, avec des mannequins de simulation qui vont pouvoir aussi imiter un patient avec des simulations et des serious games notamment. Ensuite, c'est effectivement pour les professionnels de l'association, des outils de nomadisme, ça passe forcément par des smartphones, par de la géolocalisation, par des tournées qui sont connectées, qui sont suivies, donc de la messagerie sécurisée pour échanger avec les services hospitaliers, les autres professionnels, des extranets avec les professionnels de l'hôpital, donc c'est énormément d'outils numériques au quotidien. Et au niveau des projets qu'on voulait aujourd'hui surtout mettre en avant, c'est sur la filière insuffisance rénale, la mise en place de téléconsultation médicale pour les patients dialysés en unité. Donc c'est un projet qui est opérationnel sur les premières unités qui sont citées, Coquelles, Senlis, Berck, Chauny, Guise, Houpline, Montarlier et Mont-Solémine, à la fois sur les Hauts-de-France et la Bourgogne-Franche-Comté. Il y a d'autres unités qui sont en train d'être équipées et pour lesquelles ça va être déployé. Il y a aussi de la télédiététique qui est mise en place, c'est-à-dire qu'il y a une téléconsultation avec une diététicienne qui n'est pas sur site entre le patient insuffisant rénal et la diététicienne. Il y a aussi un télésuivi pour les patients qui sont traités par dialyse péritonéale à domicile. Donc voilà, pour Santélis, ça fait plusieurs années que la télémédecine est un sujet extrêmement stratégique de l'association. Donc aujourd'hui, il y a une chef de projet, il y a tout un système d'information qui a été organisé pour répondre aux différents projets. Il y a aussi un centre de traitement des données, de gestion des alertes, avec des professionnels formés. Donc il y a d'autres sujets qui sont en réflexion sur les plaies complexes, sur les patients transplantés rénaux, sur des patients insuffisants respiratoires ou cardiaques, mais aussi sur des outils de domotique. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses en cours. Ce que je vous propose pour que ce soit plus concret, c'est de vous passer un film, en espérant que ça se passe mieux que les précédents films. Donc on va voir. Je ne sais pas comment je reprends là. Continuer à améliorer encore la prise en charge des patients, Santélis s'est engagé déjà depuis plusieurs années dans la santé numérique. Le développement des technologies de l'information et de la communication offre aujourd'hui une multitude d'outils au service de la santé, notamment pour répondre aux défis du système de santé actuel. Le développement de la e-santé a aujourd'hui et aura encore demain des répercussions majeures sur l'organisation des systèmes de santé
et sur l'implication des patients dans leur parcours de santé. Elle permet de gagner en réactivité, facilite le partage sécurisé d'informations de santé et favorise la coordination entre les équipes de soins, tout en réduisant les déplacements des patients et ou des professionnels. La santé numérique regroupe par exemple l'informatisation et le partage de données médicales et les actes de télémédecine, mais également les objets connectés et la domotique. Les perspectives sont donc très nombreuses et des expériences remarquables en ce sens ont déjà été réalisées chez Santélis. Par exemple, la téléconsultation qui permet à un patient de réaliser une consultation à distance avec un professionnel de santé. La téléexpertise et la téléassistance qui permettent à un professionnel de solliciter à distance l'avis ou l'aide sur un acte par un autre professionnel. La télésurveillance qui permet le suivi et l'interprétation à distance des données nécessaires à la bonne prise en charge des patients. Il est évident que la e-santé doit respecter le droit des patients. La santé numérique est donc une opportunité pour décloisonner les secteurs de santé, rapprocher l'hôpital et la ville et replacer le patient au cœur du dispositif, ce qui est la priorité de Santélis. La télémédecine offre aujourd'hui aux patients et aux équipes médicales des outils de surveillance et de communication. Il permet d'améliorer le suivi depuis le dépistage. Par exemple, le suivi à distance des paramètres biologiques et cliniques, dosage sanguin, pression artérielle, poids, ainsi que des questionnaires soumis aux patients. Suite à un dépistage, une personne apprend qu'elle est atteinte d'insuffisance rénale. Ce dépistage informe du stade précoce ou avancé de la maladie. Dans le cas d'une insuffisance rénale précoce, le patient est suivi par un néphrologue et son médecin traitant pour retarder au maximum l'évolution de la maladie. Les dispositifs de télémédecine permettent l'accompagnement du patient pendant cette phase. L'évolution de la fonction rénale ou la découverte à un stade avancé de l'insuffisance rénale nécessite généralement la mise en place d'une suppléance du rein. Le choix de la technique de suppléance est réalisé en concertation entre le néphrologue, l'équipe hospitalière et le patient qui a reçu au préalable une information éclairée sur les techniques. Le choix est également fonction de la situation médicale, familiale et environnementale du patient. Il existe plusieurs techniques de suppléance. Le type d'hémodialyse est défini par le néphrologue selon la fréquence du suivi médical nécessaire au patient. L'innovation apportée par la télémédecine entre aujourd'hui en compte dans le choix du lieu et de la technique de suppléance du patient. Elle apporte un soutien à la stratégie thérapeutique tout au long de la prise en charge. C'est un véritable outil novateur au service du patient et du thérapeute. Les patients bénéficiant d'une transplantation rénale nécessitent un suivi médical rapproché. Après information et consentement du patient, les outils de télésuivi sont un réel atout pour un suivi régulier des paramètres biologiques et cliniques en évitant les déplacements et consultations. Cette télésurveillance permet d'intervenir rapidement en cas d'urgence. Pour les patients traités par dialyse péritonéale, des dispositifs de télésuivi sont proposés. Les patients volontaires et ayant signé un consentement ont à leur disposition une tablette connectée. Une formation leur est dispensée en début de prise en charge. Ce dispositif permet aux patients la saisie quotidienne des paramètres de surveillance de leur séance de dialyse. En cas de souci, ils peuvent contacter l'équipe médicale de référence. Ils peuvent aussi s'éduquer à cette technique de dialyse via la rubrique éducation. Les équipes médicales et paramédicales ont un accès Internet sécurisé. Ce dispositif pourrait être adapté et déployé pour les patients hémodialysés à domicile. Certaines unités de dialyse médicalisées sont équipées de chariots de télémédecine, permettant aux patients de bénéficier de téléconsultations avec le néphrologue ou d'autres professionnels de santé situés à distance. Un partage sécurisé des informations médicales et de séances est nécessaire. Grâce à plusieurs écrans, le néphrologue peut échanger avec le patient et zoomer sur l'abord vasculaire, consulter le dossier médical informatisé et les résultats biologiques, et également visualiser les données de séance. Il peut aussi effectuer les prescriptions médicales à distance. Cela permet aux infirmiers de disposer tout de suite de la prescription pour la commande des thérapeutiques et leur administration. Alors moi je suis persuadé que la télémédecine, c'est une révolution. C'est une révolution dans un système de santé qui est en train de changer totalement. Donc c'est à nous d'inventer des nouvelles solutions. Donc l'intérêt sur le patient, c'est d'avoir un suivi qui est assuré, un suivi
quasiment de proximité, puisque l'e-santé, c'est raccourcir les distances et c'est donner de la proximité dans la prise en charge. C'est un outil qui va nous permettre de répondre parfois à certaines situations d'urgence. C'est-à-dire qu'une infirmière nous appelle parce qu'elle a des difficultés de ponction ou une suspicion d'infection sur son abord vasculaire. On peut donner un avis autorisé parce que la qualité de l'image qu'on obtient est telle que l'avis qu'on va donner va être tout à fait fiable. L'infirmier ou l'infirmière a un rôle essentiel dans la téléconsultation. Dans le cadre de l'entretien direct, l'infirmier ou l'infirmière vont avoir un rôle d'accompagnement du patient pour aider à la compréhension des questions qui sont posées et éventuellement suggérer aux malades de rappeler un problème qu'ils avaient signalé et qui finalement ressort à l'occasion de la consultation et qui finalement devient important. Donc le rôle de l'infirmière ou de l'infirmier est essentiel. Le niveau de fiabilité qu'on a atteint, je pense maintenant, permet un développement de cette technique dans des tas de domaines. Et en tout cas, nous, ça nous permet d'avoir une activité médicale de très bonne qualité. Donc moi, je verrais volontiers un développement de la télémédecine dans un domaine qui aujourd'hui est très sensible, qui est celui de la prévention. L'hôpital, lui, il est capable de gérer le patient lorsqu'il est dans la crise, quand il a un problème grave. Il faut l'éviter, ce problème. Il faut travailler en amont. Travailler en amont, c'est travailler là où les gens vivent. Et ça, là, je crois que Santélis a un rôle important à jouer pour, dans le domaine, en tout cas, de l'insuffisance rénale chronique, par exemple dans la prédialyse, mais aussi dans la prise en charge des patients greffés, pour leur suivi. On a encore aujourd'hui tout à inventer. Ces dispositifs permettent aux professionnels de santé tels que les diététiciens de réaliser depuis un même lieu des consultations pour des patients dialysés dans différentes unités. La télémédecine favorise donc l'accessibilité à cette offre de soins, en particulier pour les patients dénutris ou nécessitant une consultation rapidement. Dans le parcours du patient atteint d'insuffisance rénale, la télémédecine peut donc s'inscrire à tous les stades de la maladie et à toutes les étapes de la prise en charge, quelle que soit la méthode de suppléance, et également dans l'accompagnement et le suivi des patients en traitement conservateur pour lesquels la dialyse ou la greffe serait néfaste sur leur qualité de vie. C'est une réponse partielle aux problématiques de désertification médicale et au développement du mode de prise en charge ambulatoire. La e-santé renforce encore la prise en charge globale, qualitative et coordonnée du patient grâce au partage sécurisé d'informations médicales et le développement des dossiers patients circulants. Elle favorise donc les échanges entre les professionnels de ville et hospitaliers pour une plus grande proximité au service du patient. L'e-santé, c'est de la qualité. Et puis je rajouterais, parce que ça me semble très important, il faut toujours revenir à l'essentiel, c'est de la convivialité et c'est de l'humanité. Il faut que ça le reste. Voilà, c'était un extrait d'une expérimentation qui est menée par Santélis. Merci beaucoup, Mme Gazo, pour cet exposé et cette vidéo complète. Nous allons prolonger cette réflexion sur ces trois projets avec le docteur Deleuze, bien sûr, et Mme Bernadette Poirier, qui va rejoindre les invités des projets en ce début d'après-midi. Ah, Madame Poirier, venez. Voilà, avant de passer peut-être la parole au public, j'avais une petite question qui est une question générale et qui s'adresse peut-être à tout un chacun, tout un chacune. Concernant vos projets, quels ont été brièvement les plus gros obstacles rencontrés en début de projet et comment les avez-vous évités? Madame Monser, peut-être. Je vais dire quand on prononce le mot télémédecine, ça fait peur. Et justement de dire non, regardez et on vous montre d'abord ce que c'est et puis ensuite vous pourrez dire non. C'est peut-être cet aspect-là qui a été le plus compliqué au début. Madame Gazo, vous avez une expérience de plus de 15 ans dans Santélis. Plus de 27 000 patients gérés au quotidien, chroniques. Vivalia a d'ailleurs fait le choix de s'appuyer sur Stratélis pour développer son hospitalisation à domicile. Quels ont été les plus gros obstacles?
C'est vrai qu'il faut convaincre aussi les médecins, les professionnels, c'est-à-dire qu'il faut s'appuyer sur des gens qui sont convaincus ou en tout cas qui ont envie de faire évoluer leur pratique. Et effectivement, après, il faut construire les outils et le projet pour répondre à leurs besoins. Après, il y a aussi une question de financement et c'est vrai que les industriels, les produits sont très partants et le marché est bien développé. Mais en France, c'est vrai que la question du financement est aussi une question importante. Donc, c'est-à-dire qu'il faut bien structurer le projet et pour pouvoir aussi financer le développement technologique, l'investissement aussi. Donc ça, c'est aussi à avoir en tête dans le montage du projet en amont. Donc, convaincre les équipes et puis monter financièrement le projet en fonction. Merci. Madame Poirier, alors vous êtes sur le terrain, équipe de soins. On a eu l'occasion, infirmière indépendante. On a eu l'occasion de se rencontrer à plusieurs reprises dans des réunions préalables pour pouvoir poser les jalons de l'hospitalisation du ville. Au terme d'une journée telle que celle-ci, quel est votre sentiment ? Moi, je trouve qu'il y a de très très bonnes choses dans tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Moi, je pense qu'on va vers ça et on n'y échappera pas. Moi, je suis prête pensionnée avant que ça arrive, mais je crois que les jeunes infirmières vont travailler avec ça. Ce qui manque énormément maintenant, je pense, on a parlé tantôt de décloisonnement. Moi, je crois que ce qui est vraiment la première chose à laquelle on doit arriver, c'est permettre cette communication entre à la fois l'hôpital, à la fois le domicile, et sans oublier que la personne centrale, c'est le patient, et que c'est à lui qu'on doit apporter la meilleure qualité de soins. Et c'est ensemble qu'on va y arriver. Je pense que c'est fini maintenant, quand on voit les courtes durées d'hospitalisation, c'est terminé de travailler chacun de son côté. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à communiquer. Et il y a de très bonnes choses qui vont se mettre en place, ça j'en suis sûre. On est tantôt, monsieur disait, tout est à inventer. On est au début, je pense qu'on est au début, mais je crois que un grand nombre de personnes ont envie d'y arriver, donc il faut y croire. Il ne faut certainement pas aller trop vite, parce que je pense que tantôt, où elle nous a expliqué toutes les étapes de ces projets, je trouve que c'est vraiment une très bonne façon de faire. Imposer les choses ne va rien arranger. Tenir compte de la vie de chacun, prendre les besoins d'abord des patients et des soignants et des médecins, parce que chacun a ses besoins. Je me dis, si chacun se sent reconnu dans ce qu'on lui demande, on va tous avancer. Mais prenons le temps, voilà. Y a-t-il des questions sur les projets que vous venez de voir ? Oui ? Micro, peut-être. Oui. Merci. Concernant le projet d'Oberbruck, je me suis demandé comment le médecin Nguyen allait être payé, comment il allait recevoir ses honoraires. Et puis, deuxième question, le projet est né à partir d'une pénurie de médecins. Alors, comment des médecins trouvent-ils le temps de faire de la télémédecine ? Ce sont des médecins qui sont déjà occupés ailleurs, qui répondent à la demande d'endroits désertifiés. Comment trouvent-ils le temps de le faire ? Alors, je vais déjà répondre à la première question. Donc effectivement, chez nous, pour le moment, il n'y a pas de cotation qui est bien définie pour de la médecine générale. On a l'article 36 qui cote les actes de médecins généralistes, de spécialistes et de psychiatres, mais dans le cadre des ALD et en structure médico-sociale. Et Oberbruck, c'est monsieur et madame tout le monde, je veux dire, qui viennent. Donc on a signé un contrat avec l'ARS qui nous donne, qui nous a octroyé dans le cadre du FIR, des subventions, enfin des enveloppes pour justement rémunérer le médecin et rémunérer aussi les actes infirmiers. Donc ça c'est pour la première chose. Mais comme dit, on a encore beaucoup de travail, mais c'est pour ça qu'ils nous ont, parce qu'on est les premiers, et on est vraiment centre expérimental pour voir si ça marche, si ça répond effectivement bien aux besoins et si la population adhère. Et voilà. Pour la deuxième question, donc effectivement, on se dit mais il y a tellement peu de médecins, sauf que quand on regarde, il y a des médecins qui partent à la retraite, qui sont fatigués, ils veulent prendre leur retraite. En revanche, il y en a certains qui ne veulent pas forcément arrêter tout de suite leur activité. C'est vrai que c'est très difficile quand vous avez été actif, quand vous avez fait 60 à 80 heures par semaine, arrêter du jour au lendemain, c'est
psychologiquement, c'est compliqué. Et puis, ils ont quand même l'amour de leur métier. Donc, ils nous disent, ben oui, mais moi, je veux quand même rester actif. Donc, je veux faire 2 heures par semaine ou 4 heures par semaine. Donc là, on arrive à rentrer des médecins. On a des jeunes médecins qui sortent de la faculté, qui sont aisés, les jeunes ne souhaitent plus s'installer parce qu'il y a toute la partie administrative, c'est très compliqué. Mais en revanche, ils font des remplacements. Ils veulent choisir un peu quand ils souhaitent travailler, et, voilà, et quand ils veulent prendre leurs vacances. Et là aussi, du coup, la télémédecine, ça permet qu'ils se sentent un peu plus libres, quoi. C'est eux qui choisissent quand ils vont intervenir. On a le docteur Nguyen, voilà, qui voulait plus, comme il vous l'a expliqué, fin de bail, il n'avait plus forcément envie de s'installer, faire toutes les démarches administratives, mais il veut continuer son activité. Du coup, voilà, c'est un médecin qui rentre dans la télémédecine. Il y a les femmes, par exemple, on sait qu'il y a de plus en plus de femmes qui arrivent, qui sont à la faculté, qui arrivent. Voilà, les femmes, pour elles, ça va entre guillemets, leur faciliter les choses, mais elles pourront faire de la télémédecine à domicile. Ça va leur éviter un petit peu, ça va leur simplifier leur organisation avec la famille, les enfants, etc. Donc on trouve quand même des médecins, voilà. Parce qu'on arrive à... ouais, je dis toujours, c'est des compromis. Il faut que chacun faut que chacun se sente à l'aise, quoi. Une autre question ? Le micro est juste derrière vous, madame. Oui, moi j'avais une petite question à l'infirmier parce que vraiment, je ne comprends pas très bien ce que le médecin fait en plus que lui. Donc, franchement, je serais de... Enfin, voilà, je trouve que... Je ne comprends pas, enfin, à part qu'il a regardé un peu les photos, mais je suppose que vous auriez pu dire comme lui. Je trouve qu'il y a c'est une étape en plus pour moi. Voilà. Maintenant, ce médecin-là, il était peut-être à 200 km, j'en sais rien. Minimum. Mais comment ? Minimum. De deux côtés de la France, donc effectivement, il est Oui, loin. c'est ça. Bon, disons que ça vient une petite explication. Mais sincèrement, enfin, moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'humanité là-dedans. D'autre part, il n'y a aucun senti physique entre la personne et le médecin. Tant mieux pour vous parce que vous ne le connaissiez pas, mais enfin bon. Sincèrement, j'espère être morte avant de devoir être soignée comme ça parce que je ne vois pas du tout ce que ça fait gagner comme temps et comme écoute certainement pas. Parce que lui, il n'a pas eu droit à la parole une seule fois que sont 2 secondes. Voilà, je suis vraiment très perturbée par ce témoignage-là, en tout cas. Alors, vous disiez que vous ne voyez pas la différence entre le médecin et l'infirmier. Je dirais... Oui, mais nous n'avons pas le pouvoir de poser un diagnostic. Ça, c'est la différence entre le médecin et l'infirmier. Chacun a son domaine de compétences. Le médecin, effectivement, en 10 ans d'études, nous, on en a 3, quoi. C'est pas comparable, quoi. Moi, personnellement, je suis salarié. Mais nous avons des collègues qui sont libérales ou qui sont à 50% et travaillent dans d'autres structures. Donc, c'est assez libre, quoi. Après, juste, la télémédecine, c'est ouvert à tous. Il faut enlever la partie statut. Parce qu'effectivement, on a des médecins salariés, on a des médecins libéraux. Dans le cadre de la télémédecine, ce n'est pas le statut l'important, c'est les compétences. Vous avez besoin de l'hôpital et du coup, c'est des hospitaliers. Pour moi, à mon sens, le statut de la personne n'a pas à agir. En tout cas, c'est ouvert à tous, quoi. Moi, je voulais juste réagir sur effectivement la particularité de la consultation. C'est vrai que c'est une consultation dont on n'a pas forcément l'habitude, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que ce patient-là, s'il n'y avait pas cette solution technique, il aurait un rendez-vous avec un médecin généraliste peut-être que dans 1 mois ou 2 mois. Sur certains territoires en France, c'est le cas. Il faut attendre 2 mois parfois pour avoir une consultation. Donc,
effectivement, c'est pas exactement pareil, mais si ça permet de dépister quelque chose un petit peu avant ou d'avoir une prise en charge, voilà, c'est en tout cas une des réponses possibles face au fait que sur les territoires, dans certaines régions en France, il n'y a pas de médecins qui sont disponibles dans la semaine ou dans les 15 jours. Et parfois, effectivement, il faut attendre très longtemps. Même quand on a un enfant qui a 42 fièvres, il faut parfois attendre une semaine. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et je pense que quand vous allez chez votre médecin, il ne fait pas tout le temps la palpation. Ah, d'accord. Moi, si je peux juste poser une question, mais je suppose que c'était... On comprend mieux. C'était juste un côté technique, mais le médecin voit quand même le patient. Oui, parce que là... Alors, excusez-moi, oui, là, c'est vrai, c'était un peu particulier parce qu'à cause de la disposition, mais bien sûr, le patient voit le médecin et le médecin voit le patient. Ils se discutent ensemble. Là, c'était un peu particulier avec monsieur et la présentation, mais dans la vidéo, il y a un visu, il y a l'audio. Donc, c'est comme une consultation normale, seulement le médecin n'est pas présent physiquement. Il est juste vu à travers un écran, tout simplement. OK. Voilà, merci beaucoup pour vos interventions. Et après, c'est